merci d'être ici. Et d'abord, je me pose une question. Pourquoi je fais cette dernière leçon? Pourquoi je la fais? Ce n'est pas une habitude française. J'ai cherché un peu sur Internet, dernière leçon. J'ai trouvé, oui, un très beau livre d'Alphonse Daudet, La dernière leçon. C'était la dernière leçon en français, puisque après les Allemands venaient occuper l'Alsace-Lorraine. Voilà, c'était bien triste, et le professeur a écrit « Vive la France ». Non, je ne vais pas écrire « Vive la France ». Mais d'abord, quand j'ai reçu le papier, vous pouvez faire la leçon. Oh, j'ai dit non, je la fais pas. C'est pas pour moi. En général, ce sont les grands professeurs qui font la leçon. Moi, je ne sais pas parler devant un grand public. Non, je la fais pas. D'ailleurs, qui a fait la dernière leçon, le dernier cours? Il n'y a pas beaucoup de professeurs qui, à Dokyo, font la dernière leçon. Et puis, j'ai réfléchi un tout petit peu et je me suis dit, ah, peut-être que si je fais la dernière leçon, ce sera l'occasion de dire aux étudiants ce que j'ai aimé faire à Dokyo. Et donc, mon exposé, les derniers peuvent venir devant. J'ai commencé à l'heure aujourd'hui, exceptionnellement. Philippe, excuse-moi. Non, venez. Monsieur Yoshida aussi, venez. Donc, voilà, ce que j'ai aimé faire. Je sais que le mot « j'aime », tout le monde connaît. Ben moi, mon cours d'aujourd'hui, c'est « j'ai aimé ». Qu'est-ce que j'ai aimé faire à Dokyo? Voilà. Vous verrez, j'ai aimé faire beaucoup de choses avec les étudiants. Donc c'est pour ça que j'accepte de faire ce dernier cours avec beaucoup d'émotion, bien entendu. Alors, je suis arrivée donc à l'université de Dokyo en 1983, avril 1983, pour être professeur Ijokin pendant 2 ans. Puis, j'ai eu la grande chance de devenir professeur Sennin, professeur titulaire, en avril 1985. Il y a donc, je ne sais pas combien d'années, mais il y a longtemps. Avant de commencer, il y a quelques photocopies sur les tables, les 2 dernières. Voilà. Allez chercher les photocopies, le plan en particulier. Oui, vous pouvez aller chercher les photocopies. Le plan, il y a plusieurs papiers, il y a 3 papiers. 3 feuilles. Tout le monde a 3. Il y a un plan, le plan Ça, c'est le plan du cours. Vous avez vu, il y a 8 parties. Il y a des parties très courtes et il y a des parties un peu longues. Hein. Ensuite, vous avez une
feuilles. Ceci, ce sont des transcriptions de ce que nous allons entendre et de ce que nous allons oui, entendre. Voilà, et puis je crois que... Oui, c'est ça. Oui. Ça aussi, ce sont des textes que nous allons lire à haute voix. Voilà. C'est un cours, un peu conférence, mais je vais couper de temps en temps ce que je dis pour donner la parole au cinéma, pour donner la parole aux images et pour donner la parole aux étudiants. Voilà. Je précise à tous ceux qui sont venus de loin pour venir écouter, je les remercie, mais je précise que le cours est surtout pour les étudiants. Et si je dis quelque chose un peu difficile, je demanderai à M. Tsutsui de traduire, mais je t'avertirai. Hein? Voilà. Alors, voilà, je vais passer un peu, je vais vous dire tous les cours que j'ai assurés à Tokyo et pourquoi j'ai aimé faire ces cours. D'abord, le cours de conversation avec les étudiants de première année. C'est un cours que je fais depuis longtemps et que j'ai aimé faire. Pourquoi j'ai aimé faire le cours de conversation en première année? Parce que je ne parlais qu'en français dès la première leçon avec des étudiants qui n'avaient jamais vu de française. Donc c'était « Bonjour, je m'appelle Michel, et vous? Ah, j'habite à Nakano, à Tokyo, et vous? Ah, j'aime le natto, et vous? » Voilà, première année, le mois d'avril, c'était ça. Oui, j'aime est venu très très vite. Hein. Et puis, vous comprenez? Vous comprenez? Non. Voilà, vous comprenez, c'est le premier mot que j'ai enseigné aux étudiants de première année. C'était très important. Et puis une autre expression que j'ai enseignée très très vite, c'était « Vous avez sommeil ?» J'ai sommeil. Vous êtes fatigué? Alors fatigué, je suis fatiguée, j'ai sommeil. Mois d'avril, première année, on apprend ça. Donc, l'objectif du cours de première année, c'était parler en français sans la traduction et donner envie de communiquer en français seulement. En fait, c'était mettre les étudiants de première année dans une piscine de français. Or, ils ne savaient pas nager en français. Donc, ils étaient au fond de la piscine, avec beaucoup de mots français. Ils étaient perdus dans la piscine. Ils étaient au fond de la piscine, mais ils ne se sont jamais noyés. Ils ne sont jamais restés au fond de la piscine. Ils sont toujours remontés. Donc, il n'y a jamais eu de personnes en danger dans mon cours. Nous avons utilisé des livres que vous connaissez, bien sûr, comme Amical. Amical est un livre manuel français que nous utilisons aujourd'hui encore. Mais il y a longtemps, nous avons utilisé de vieux manuels et certains, je les ai oubliés. Mais je me souviens de C'est le printemps, c'était un manuel qui présentait des mots familiers en français. Qui était intéressante. Nous avons utilisé Entrée libre avec une vidéo et un personnage qui marchait comme ça, comme un robot. Tous les étudiants riaient. La vidéo n'était pas bien faite, mais les étudiants riaient, c'était bien. On a utilisé aussi Bienvenue en France. Bienvenue en France, une méthode vidéo. Si Madame Nakamura était là, elle vous expliquerait toutes ces méthodes en détail. Puis, Champion, oui, est une méthode manuelle que nous avons utilisée très très longtemps avec les étudiants. Nous avons aimé ce manuel parce qu'il présentait la diversité de la France. C'est-à-dire, dans les dialogues, il y avait des Français d'origine maghrébine qui venaient d'Algérie, Monsieur Farfaoui, enfin, il y avait un peu de mélange, c'était bien.
Voilà, ça c'était le cours de conversation en première année. Il y a un autre cours que je fais depuis longtemps, c'est le cours d'expression écrite. On apprend à écrire en français comment? Avec sa main française. Vous écrivez en toute liberté ce qui vous passe par la tête avec votre main française. C'était le slogan que j'aimais écrire au tableau au début du cours avec les étudiants de 3e et 4e année. Expression écrite, dire ce qu'on veut spontanément en français. Alors, comme je parle toujours en français, aujourd'hui je ne peux pas le faire, il n'y a plus de place, mais je faisais des dessins au tableau, des dessins très mauvais, tout le monde riait, tout le monde rit parce que je ne sais pas dessiner quand je fais un arbre. Hein, c'est vraiment un arbre. Voilà, donc j'explique le vocabulaire en faisant des gestes, en faisant des dessins, et c'est un cours d'expression écrite qui permet aux étudiants de dire ce qu'ils veulent dans une autre langue, et même s'il y a des erreurs, c'est donner la parole à l'écrit, et je pense que c'est très important. Donc j'ai aimé faire ce cours. Après, il y a un cours que vous connaissez tous, c'est le séminaire. Ah, le séminaire, Philippe Vanet m'avait dit, Philippe était arrivé avant moi, c'était mon sympaille, il m'avait dit, ah Michel, le séminaire, hein, tu sais, hein, c'est très important, il faut. Ah oui, alors, et oui, mais merci beaucoup Philippe. J'ai pris ça très au sérieux, et que faire dans le cours de séminaire? Ah, j'ai tout de suite eu l'idée de travailler sur des films français. Mais en 1985, puisqu'il y a une étudiante, ma première étudiante de 1985, qui est dans l'assistance, dans la classe, en 1985, il n'y avait pas beaucoup de dialogues en français écrits. Les dialogues, ils étaient dans les films, s'il y avait le sous-titrage, c'était bien, mais moi, il me fallait des dialogues écrits dans des manuels. Et il n'y en avait pas beaucoup. Donc, j'ai choisi le manuel que j'ai trouvé. C'était « Jeux interdits ». Et « Jeux interdits » en japonais, c'est... Natsue? Merci, merci. Ma première étudiante, qui est professeure à Tokyo, Madame Yamazaki, merci beaucoup. Voilà. Donc, j'ai choisi ce film « Jeux interdits ». Un film de René Clément, comme c'est écrit dans le plan. C'est une histoire très triste. Pourquoi j'ai commencé avec une histoire triste? Une histoire triste, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'histoire d'une toute petite fille qui s'appelle Paulette, un prénom pas très moderne, Paulette. Paul, oui, mais Paulette, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Elle s'appelle Paulette, elle a 5 ans. Elle est avec ses parents. Ils descendent vers le sud de la France en voiture, au milieu de ces milliers de gens qui fuient la guerre. C'est la guerre. Il y a des bombardements. Elle perd son papa et sa maman. Elle voit son papa et sa maman mourir. Elle a 5 ans. Et elle arrive à la campagne, dans une famille de paysans. Elle vient d'une famille bourgeoise, certainement. Elle est bien habillée, elle sent bon, elle est bien coiffée, elle est toute blonde. Et elle arrive dans une famille de paysans avec des références sociales et culturelles très différentes. Et elle se fait un ami. Elle se fait un ami qui s'appelle Michel. Et Michel, pas Michel, mais Michel a 11 ans. Et il y a une grande amitié qui unit cette petite fille de 5 ans avec Michel qui a 11 ans. C'est une histoire très émouvante. C'est un film qui appartient au cinéma français d'avant la nouvelle vague dont je vais parler. Et on va regarder ensemble un tout petit extrait
de ce film, Jeux interdits. Peut-être on va fermer quand je passe une vidéo, on va fermer la vidéo s'il vous plaît. C'est pas un extrait du film, c'est une présentation. C'était la présentation des films d'autrefois. Quand on présente un film aujourd'hui, comment on dit, je ne sais pas comment on dit, mais vous verrez, c'est très ancien comme présentation. Donc, c'est Jeux interdits. Et c'est la dernière scène, plus une présentation. Voilà. Alors, on n'a pas entendu le dialogue parce que c'est un très vieux film, 1952. La dernière scène, c'est la dernière scène du film. La petite fille ne peut plus rester dans la famille de paysans. La police est venue la chercher. Elle va aller certainement dans un orphelinat. Et elle, bien sûr, elle cherche son ami, Michel. Et puis elle voit une dame, c'est peut-être maman, voilà. C'est extrêmement triste, mais c'est la guerre, c'est l'histoire de la guerre. Et je n'ai jamais hésité à montrer aux étudiants des histoires un peu tristes, où je n'ai jamais hésité à faire lire des choses tristes, parce que c'est la vie, et que la guerre, il y en a toujours, et il y en aura toujours, malheureusement. Donc voilà, c'était ce film que je voulais vous montrer, des images surtout, parce que le dialogue, on ne l'a pas très bien entendu. Alors, après ce premier film, eh bien, je me suis dit, bon, allez Michel, cette fois-ci, il faut aller dans le moderne, et j'ai choisi La Nouvelle Vague, qui, pour les étudiants d'aujourd'hui, n'est pas du tout moderne. La Nouvelle Vague, c'est vieux. Ce sont des films de 1960, ce sont des films de 1980, ce sont des films qui ont été faits quand vous n'étiez pas nés, les étudiants. Donc, ce sont de vieux films, mais pour moi, c'est les films de mon adolescence, c'est le cinéma qui m'a permis de m'intéresser au cinéma. Donc j'ai voulu regarder avec les étudiants des films de la Nouvelle Vague.
Le séminaire, donc, ça dure 2 ans, avec les étudiants de 3e année, puis les étudiants de 4e année. Et quand je posais la question aux étudiants de 3e année, la première année de séminaire, alors, oh, madame, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'action. Et puis, les personnages parlent. Ben oui, c'est un film français. Mais c'est vrai que dans les films que j'ai choisis, on parlait beaucoup. Mais si j'ai choisi des films de la Nouvelle Vague, c'était pour montrer qu'il y avait des réalisateurs très importants dont on ne parlait pas souvent dans le grand public. Par exemple, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Louis Malle, Rivette. Ce sont des réalisateurs dont on ne parle jamais au Japon, mais en France non plus, sauf quand on aime beaucoup le cinéma et qu'on est cinéphile. Hein? On a expliqué ce mot hier, je crois. Donc, j'ai choisi tout simplement les films les plus difficiles, les films d'Éric Rohmer. Je me souviens qu'un de mes collègues, que je ne vais pas nommer maintenant, me disait « Mais Michel, pourquoi les films d'Éric Rohmer? C'est tellement ennuyeux, et les acteurs jouent mal. » Donc non seulement les étudiants me disaient « C'est difficile, je ne comprends pas », mais j'avais des collègues qui me disaient « Mais pourquoi Éric Rohmer ?» Ah ben c'est comme ça, oui. C'est un choix très particulier. C'est vrai que c'est difficile et que parfois c'en est même ennuyeux puisqu'on parle beaucoup, mais les films de Rohmer, dans les films d'Éric Rohmer, on montre les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes hommes, et avec leurs sentiments, et les sentiments des jeunes filles, les sentiments des jeunes hommes, ils n'ont pas changé. Donc, en montrant des films des années 1980-85, je montrais des jeunes gens qui pleuraient comme vous, qui riaient comme vous, qui mangeaient comme vous, qui avaient mal à leur petit cœur, le cœur, pas le premier ou le deuxième, hein. Parce qu'en japonais vous avez 2 cœurs, nous on n'en a qu'un. Hein. Vous avez Kokoro, je crois, et puis Shizo. Hein. Moi je parle surtout du Kokoro. Hein. Alors, voilà, des problèmes de cœur. Il y en a beaucoup dans les films d'Éric Rohmer. C'est toujours la même histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est seule. Elle a 19 ans, 20 ans, 22 ans, elle est seule. Elle n'a pas de copain. Et elle cherche, elle voudrait un copain. Mais un bon copain, hein. Pas un copain qu'elle va changer tous les 3 jours. Non, un vrai. Un copain important, un copain qu'elle va garder, qu'elle va peut-être garder toute la vie, et c'est pas. Ça, c'est dans le film Le Rayon Vert, avec Delphine, qui cherche un copain bien. Et elle ne le trouve pas, sauf à la fin du film. Il y a une autre jeune fille chez Rohmer, qui elle a 2 copains, ou 3. Et elle sait pas trop, elle a 2 maisons, elle a 2 appartements, elle va en train de la banlieue au centre de Paris, et puis elle aussi, elle a des écharpes comme ça, des écharpes, parce qu'il fait froid, c'est l'hiver. Hein, ça, c'est Louise. Alors, puisque je parle de Louise, on va regarder Louise dans Les Nuits de la pleine lune, qui est un film que j'ai souvent montré. Donc voilà, on va regarder Les Nuits de la pleine lune, mais un extrait très court. Voilà. Alors, Les Nuits de la pleine lune, donc c'est Louise. J'ai parlé de foulard, d'écharpe, mais en fait elle a des nœuds aussi. C'est elle qui a un copain dans la banlieue, et puis elle veut être indépendante, c'est une femme libre. Elle commence, je pense que c'est l'influence du féminisme, certainement. Elle veut son appartement parisien pour être libre, pour de temps en temps inviter peut-être d'autres garçons, je ne sais pas.
Et elle a un ami qui s'appelle Octave. Octave, c'est un écrivain, il est professeur. Octave, c'est Fabrice Lucchini, qui est un acteur qui joue beaucoup dans les films d'Homère. Et nous allons d'abord regarder cette séquence. Et vous allez voir qu'on parle beaucoup. Et justement, j'ai choisi cette séquence parce qu'on parle beaucoup. Vous avez le texte, et ne regardez pas le texte, vous le regarderez après, mais vous pouvez le regarder aussi. Sur cette feuille, vous avez le dialogue pour ceux qui veulent suivre en même temps. Mais comme c'est un film, je vous propose de le regarder, d'écouter, et après, vous regarderez le dialogue. On y va. On dit que je suis mondain. C'est pas vrai. Les mondains sont des gens qui vivent toujours dans le même cercle étroit de relations, qui vivent dans Paris comme dans un village. Moi, j'aime de plus en plus les endroits impersonnels, comme ici. Les cafés sans clientèle d'habitués. Noyé dans l'anonymat, ça m'inspire, tu peux pas imaginer. La semaine prochaine, je reviens là pour écrire. Il y a des écrivains qui se retirent à la campagne pour travailler, alors là, je ne comprends pas du tout. Tu pourrais vivre à la campagne, toi? Bah, vivre, non. Enfin, je peux pas dire que j'aime pas aller là-dessus. Ça m'angoisse, c'est vrai. Oh, le matin, surtout, c'est terrifiant. Le matin ensoleillé avec les brumes évanescentes sur les prairies. Et le silence de midi avec le bourdonnement des guêpes. Et le calme des soirs. Ici, ça m'angoisse pas. L'air est mauvais, mais je respire. Là-bas, l'air est bon, mais j'étouffe. J'ai besoin de me sentir au centre d'un pays, au centre d'une ville qui serait presque le centre du monde. Tu sais qu'à un moment, j'enseignais à Orléans. J'aurais pu très bien y trouver une chambre et tout, bon. Mais je préférais me taper 1 heure de train pour rentrer à Paris tous les soirs. Et pourquoi faire? Bah, souvent, je lisais ou j'écoutais la radio. Je rentrais à Paris pour écouter la radio. Mais je savais que la rue existait, qu'il y avait les cinémas, les restaurants, les rencontres avec des femmes sublimes, les milliers de possibilités qu'exprimait la rue, c'était là, possible, en bas. J'avais qu'à descendre. Attends, il y a un truc que j'aimerais noter parce que je trouve ça pas mal, mais ça n'a absolument aucun rapport avec ce qu'on était en train de dire, mais ça me plaît. Une seconde. Eh ben, prends ton temps. J'arrive. Si c'était, oui, on va tirer le rideau. Si c'était un cours de séminaire, j'arrêterais le film sur ce plan où Octave est en train de parler de ce que c'est que pour lui la ville et la campagne, et puis je demanderai aux étudiants de me dire ce qu'il y a dans ce café, dans cette brasserie, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'il y a sur la table, et si vous avez regardé, qu'est-ce que vous avez vu sur la table? Qu'est-ce qu'il y avait sur la table? Des tasses de café. Ah, est-ce que c'était des tasses de café? Moi, je pense que... Oui, ah. Misaki, peut-être. Les papiers. Ah, il y avait des documents, oui. Mais les tasses, je reviens aux tasses. En fait, il y avait une théière. Une théière. C'était pas du café. C'était du thé. Or, en France, on boit beaucoup de café. Pourquoi c'était... Alors voilà. Là, je m'intéresse à ces petits détails qui sont faciles à voir. On peut ne pas comprendre le dialogue, mais on peut regarder le plan et on peut dire beaucoup de choses sur ce que l'on voit. Sur les couleurs des vêtements, sur les personnes qui parlent, on entend dans le café des personnes qui parlent. On peut, à partir de ce plan, j'arrête l'image, arrête sur l'image, et voilà. Et on va voir que un café français, ben, c'est bien différent d'un café japonais. Pourquoi? Et très souvent, les étudiants vous disent « Oh, c'est pas la même chose, un café français, un café japonais, c'est la même chose. » Et moi, petit à petit, je montre les petites différences.
regarder un film français ensemble, c'est voir les différences entre nos deux cultures. Ça, c'est un aspect du séminaire qui, pour moi, était très important. Je ne suis pas capable de parler du cinéma français, ce n'est pas ma spécialité. J'aurais pu être spécialiste, peut-être, si j'avais étudié, si j'avais voulu. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai quand même choisi le cinéma, les films, pour que ce soit une occasion d'entrer un peu dans la société française. La société française qui est différente, comme toutes les sociétés sont différentes les unes des autres. Voilà, donc montrer un seul film, pendant toute l'année. On n'a pas regardé 2 films, 3 films, non, un seul film. Ça aussi, c'était ennuyeux. Donc, si vous voulez, avec le séminaire, je suis allée à contre-courant. Le courant, hein, ça va comme ça, mais moi je suis allée dans l'autre sens, c'est-à-dire regarder un film seulement, aller lentement, regarder peut-être 10 fois le film à la maison, 10 fois, 20 fois, parce que en regardant des films, on peut apprendre le français. Je ne plaisante pas, quand on regarde un film 20 fois, 100 fois, le même dialogue, on apprend le français, on n'a pas besoin de professeur de grammaire, on n'a pas besoin de professeur de conversation, on peut apprendre le français tout seul, sans dépenser trop d'argent. Voilà, donc c'est un conseil à ceux qui veulent continuer le français, regarder un film, même s'il n'est pas très intéressant, écouter le dialogue, regarder, ça permet d'apprendre une langue étrangère. On peut faire la même chose, bien sûr, avec l'anglais, avec l'espagnol, avec l'italien. Je parle de mon cours de français langue étrangère, mais ça peut être un cours d'espagnol, un cours d'italien, un cours de russe. Voilà, on peut travailler de la même façon. Donc, nous avons vu un extrait des Nuits de la pleine lune, et on va voir un autre extrait, mais pas d'un film français. Pendant le séminaire, j'ai montré seulement des films de la Nouvelle Vague, des films de Rohmer. Mais j'ai souvent parlé d'autres réalisateurs que je ne connais pas très bien, mais que j'aime bien. Et j'ai parlé d'un réalisateur japonais qui s'appelle Ozu Yasujiro. Voilà. Ozu Yasujiro, Yasujiro Ozu pour les Français. Alors pourquoi j'ai parlé d'Ozu Yasujiro alors que je regardais des films d'Éric Rohmer? C'est là que peut-être Michel est un peu bizarre. Dans les films de Rohmer, je répète, on parle toujours, comme les Français aiment le faire. Dans les films de Ozu Yasujiro, on ne parle pas beaucoup. Ozu Yasujiro, il y en a certainement qui n'ont jamais entendu parler de Ozu Yasujiro, un réalisateur qui est né en 1903 et qui est mort en 1963 à l'âge de 60 ans. Donc il est mort quand la nouvelle vague a commencé. Et Ozu Yasujiro, c'est un grand réalisateur que la plupart des réalisateurs de la nouvelle vague connaissaient et aimaient beaucoup. La façon de mettre la caméra, bon, c'est bien connu, la caméra pour filmer les tatamis, pour filmer les tables basses japonaises, pour filmer, puisque les films d'Ozu se passent dans le Japon d'autrefois, avec les kotatsu, avec les tatamis, un Japon que quelquefois les étudiants ne connaissent pas. Alors j'ai parlé d'Ozu en disant, vous voyez, Éric Rohmer, c'est le Ozu français. Alors les yeux bien sûr grandissent, comment ça? Ben oui, parce que chez Ozu aussi, on raconte toujours la même histoire. Une jeune fille japonaise qui vit avec son papa, qui a perdu sa femme. Et oui, en général ce sont les femmes qui vivent plus longtemps que les hommes. Eh bien là non, il a perdu sa femme, il est veuf. Et cette jeune fille
aime beaucoup son papa, comme d'habitude. Les jeunes filles aiment toujours leur papa très fort. Et elle ne veut pas se marier. Mais le papa dit, mais si, il faut se marier, il faut se marier. Moi ça va, tu sais. Alors les amis du papa imaginent une histoire. Tu vas te remarier, comme ça ta fille sera libre. Bref, c'est une histoire très simple que nous connaissons, que nous connaissions autrefois. Comment partir de la maison en laissant son papa. Ce sont ce genre d'histoire. Il y a aussi, bien sûr, le jeune homme qui ne voudra pas se marier parce que son papa est seul. On a toujours ce thème. Alors, peut-être que, oui, on va regarder tout de suite un extrait du film d'Ozu, et puis je reviendrai un petit peu sur Rohmer. Donc, on va regarder la dernière scène de Printemps tardif, en japonais Banshun, de 1949. C'est un film, la dernière séquence, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, et il n'y a pas de dialogue, mais il y a des images très fortes. Le papa, c'est le jour du mariage de sa fille. Le matin, sa fille a mis la belle robe de mariée. Le soir, le papa rentre tout seul à la maison, dans la maison qui est vide. Et bien, je n'en dis pas plus, vous allez voir. Donc, merci. Vas-y. Besoin d'expliquer, il n'y a pas besoin de paroles. La façon d'éplucher la pomme avec l'épluchure qui tombe, ça veut dire beaucoup de choses. Le papa se retrouve seul, mais sa fille va fonder une famille et il est serein, il a un visage paisible. C'est la vie qui continue. Voilà, donc cet acteur célèbre s'appelle Liu Shishu.
Une actrice très célèbre des films d'Ozu, c'est Hala Setsuko, qui est une actrice magnifique, mais qui a arrêté de faire du cinéma quand le réalisateur Ozu est mort. Elle n'a plus fait de films. Et finalement, elle n'était pas amoureuse de Ozu, non, c'est pour une autre raison. Je ne vais pas en parler ici. Voilà, donc Hala Setsuko, Liu Shishu, des acteurs japonais que tout le monde doit connaître, à mon avis. Ça permet de retrouver des images d'autrefois, bien sûr, mais pour moi, c'est un film universel, ça n'a pas changé. C'est le sentiment de tous les papas qui ont marié leurs filles. Donc ça, c'est universel. Ça ne change pas dans tous les pays, à toutes les époques, nous ressentirons la même émotion. Donc, chez Ozu, on utilise les mêmes acteurs, chez Rohmer, on utilise les mêmes acteurs. Tout à l'heure, j'ai montré un extrait de Les Nuits de la pleine lune avec Fabrice Lucchini. L'actrice, j'ai oublié de la nommer, mais vous l'avez dans le plan, c'est Bulle Augier, qui était une actrice que Rohmer aimait beaucoup. Malheureusement, elle est décédée, elle est morte très très jeune. Voilà, vous avez dans le plan quelques noms d'actrices, d'acteurs que Éric Rohmer utilisait souvent, faisait jouer souvent. Et dernière chose pour le séminaire, j'ai aimé parler de notre réalisateur américain, anglais, je sais pas, Alfred Hitchcock. Et Alfred Hitchcock, ça aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à dire aux étudiants, allez voir le cinéma de Hitchcock, parce que c'est un grand réalisateur pour les Français qui aiment la nouvelle vague. Hitchcock est un grand maître du cinéma, film d'horreur. Je n'ai jamais conseillé aux étudiants de regarder, en japonais c'est Psycho, en français c'est Psychose, Psycho, oui, Psycho, la scène dans la douche où on tue la jeune femme. J'ai dit aux étudiants, si vous regardez ce film, regardez-le le matin, en vous levant, avant le petit déjeuner, jamais le soir. Hitchcock, ça fait peur, mais c'est un maître du cinéma. Et je termine pour dire que on ne sait pas regarder les films. Nous vivons dans un monde d'images. Il y en a de plus en plus. Vous êtes plongé 24 heures, non pas 24 heures, mais 18 heures sur 24 dans vos images du smartphone. Et on ne sait pas les voir, les images. On ne sait plus les voir. Donc, le cours de séminaire, c'était pour apprendre à regarder des images qui bougent, à regarder des films. Voilà. Donc, pour le séminaire, il y a beaucoup de choses à dire, mais je suis obligée d'avancer parce que ça passe le temps. Et je vais parler du cours de lecture. L'ordre a son importance. C'est-à-dire que j'ai parlé du cours de conversation avec les premières années, puis du cours d'expression écrite, puis du cours de séminaire, le séminaire, et enfin la lecture. Et cet ordre, vous verrez que ce que je vais dire sur la lecture sera peut-être un peu plus long. Voilà, parce que le cours de lecture, c'est lire, lire, lire. Lire, je viens de finir mon dernier cours de lecture de 9h, enfin 9h10, à 10h30, les étudiants ont fait des exposés, peut-être que tout à l'heure on va en regarder d'ailleurs. Donc j'ai terminé avec ce dernier cours, l'avant-dernier cours, c'était le cours de lecture, donc ça tombe très très bien. Donc j'ai aimé beaucoup, j'ai beaucoup aimé lire des textes en français avec les étudiants. Attention, hein, des textes, tout est texte, hein. Le journal, c'est un texte. Le message que je reçois sur WhatsApp, c'est un texte. Tout est texte. Hein. J'écris une ligne, c'est un texte. J'ai choisi des livres, bon, oui, des livres littéraires, des livres qui sont difficiles un peu, qui résistent, pour aider les étudiants à lire en français. Pourquoi c'est important de lire en français, de lire. Mais pourquoi on apprend le français? Pourquoi on apprend une langue étrangère?
moi je me pose toujours la question, pourquoi on apprend une langue étrangère? Et je pose la question aux étudiants, pourquoi on apprend le français? Oh, pour voyager, ça très bien. Pour travailler. Je voudrais travailler dans une entreprise française. Je voudrais faire du français. Très bien, mais c'est difficile. Je voudrais communiquer avec les autres. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, on apprend le français, une langue étrangère, pour beaucoup de raisons. Et chacun a sa raison personnelle, et elle est importante. Mais moi, ma petite idée, c'est que on apprend le français aussi pour lire. Lire le journal, d'accord. Lire les messages de WhatsApp, d'accord. De Line, pardon, Line. Mais on apprend, on lit, parce que lire, c'est vivre. Lire, c'est vivre. Lire, c'est voyager tout en restant à la maison. Les voyages, ça coûte cher. Avec un livre, on peut voyager en restant à la maison. Lire, c'est rêver. Rêver. Lire, c'est devenir une autre personne. Lire, c'est être quelqu'un d'autre. Oui, lire, c'est... Ah oui, dans le livre, dans ce personnage, ah oui, c'est comme moi. Ah, je suis comme ce personnage. C'est se reconnaître dans le personnage du livre. Hein? Voilà, lire, je répète, c'est vivre. Lire, c'est partir dans d'autres mondes, hein? Sans sac à dos, sans valise, léger. Juste un livre. Toujours un livre. Est-ce que j'en ai un? Pas sûr. Ah si. Voilà, un livre. Un livre dans mon sac. Un livre sous mon futon. Dans mon futon. Un livre dans le sofa. Un livre dans le train. Un livre avec moi et voilà, je suis avec mon livre. Et aussi, oui, ça c'est une idée que j'ai eue hier dans le train. Je me suis dit qu'un livre, finalement, c'est peut-être un médicament. Un médicament. Hein, vous savez, un médicament, quand on a mal à la gorge, mal à la tête, Bafaline, allez, Bafaline, aspirine, un mal à la tête. Et le livre, c'est comme un médicament pour un cœur, pas un shizu, un kokoro, un cœur qui souffre, un cœur qui est dans la douleur, un cœur qui est blessé peut-être. Hein? Voilà, c'est un médicament. Ça, je l'ai trouvé hier. Un médicament. C'est pas très joli, mais voilà. Un livre, ça soigne. Ça soigne. Ça fait du bien. Hein? Pour faire la conversation, hein, il faut être deux personnes. Mais pour un livre, on est seul, donc c'est très bien. Mais est-ce qu'on est vraiment seul dans un livre? Ben non. On est en compagnie de tous les personnages du livre, de toutes les personnages et toutes les images de ces personnages. On les a dans la tête. On n'est plus seul. Donc finalement, on n'est pas seul avec un livre. On est toujours avec les personnages, on y a toujours avec des sensations, avec des sentiments. Et je crois que même quand le livre est très triste, on va mieux après. Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer avec le choix des livres du cours de lecture. Ce cours s'adresse à des étudiants qui n'aiment pas lire, très souvent. Pas toujours, mais le plus souvent. Je dis toujours aux étudiants, vous n'aimez pas lire, venez chez moi. Venez chez moi et vous lirez en français et après vous reviendrez au livre japonais. Parce que moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on lise plus dans sa langue maternelle. Moi vous savez, je ne lis que du français. Hein. Donc même si vous ne lisez que du japonais, je le comprendrai tout à fait. Voilà, revenir à sa langue maternelle. Et il m'arrive de demander aux étudiants de lire à haute voix, je vais en parler après, l'importance de la lecture à haute voix. Je demande aux étudiants de lire un texte en japonais à la maison,
en français bien sûr, mais en japonais, à la maison, un texte qu'ils comprennent bien, devant quelqu'un. Et je leur dis, devant quelqu'un, même devant un animal. Vous avez un chat, vous lisez devant votre chat, votre texte à haute voix. Les oreilles du chat, je ne sais pas, j'ai pas de chat. Donc, en tous les cas, si vous avez un chien, les oreilles du chien, elles vont se lever. Hein. Si vous lisez mal, les oreilles du chien, elles vont rester comme ça. Hein. Donc, lire devant quelqu'un, les papas, maman, ils sont très occupés. Lire devant quelqu'un, c'est très important. Hein, voilà. En japonais, c'est très important. Si vous aimez l'anglais, ben, lire en anglais, c'est très important aussi. Lire à haute voix. Alors, vous avez dans le plan quelques livres que j'ai aimé lire avec les étudiants. La liste est un peu longue, mais voilà. Bon, la maison de Claudine, je parle de la maison de Claudine, de Colette. Colette, j'ai commencé avec Colette, mais je ne peux plus utiliser les livres de Colette que je trouve un peu trop difficiles pour les étudiants d'aujourd'hui. L'homme qui plantait des arbres de Giono, Voyage au pays des arbres de Leclésio, Amandine ou les deux jardins, etc. Et voilà, alors si vous voyez là sur le tableau des dessins, comme ça, on dirait une classe de peut-être d'école primaire, je ne sais pas. Je suis en train de vider mon bureau, et oui, il faut que je parte. Hein. Et donc j'ai retrouvé beaucoup de dessins que les étudiants ont fait avec leur imagination à partir de la lecture d'une page. C'était un exercice que je donnais de temps en temps. Vous avez un texte, une description, imaginez. Et les étudiants ont fait de très très beaux dessins. Voilà, alors l'homme qui plantait des arbres, c'est ici, l'homme qui plantait des arbres, très beau, très belle peinture. Là c'est le petit garçon qui avait envie d'espace. Là c'est l'œil du loup, on va en reparler un peu. Là c'est l'homme, le petit garçon au pays des arbres, oui. Les pays des arbres, ils dansent la nuit avec les arbres dansent, les arbres chantent. Ça, c'est la langue des arbres de Leclésio. Hein. Puis un livre dont nous avons parlé tout à l'heure, Waseda Nagusa. Les étudiants, vous avez fait un exposé sur Waseda Nagusa, un livre de Aki Shimazaki, une auteure japonaise québécoise qui vit à Montréal et qui écrit directement ses livres en français. Et j'ai été contente de voir que les 6 étudiants avaient choisi ce livre, alors que ce livre est très épais. Ah, merci Mika, voilà c'était, voilà, beaucoup de pages, pas de dessin, pas d'illustration. Les étudiants choisissent un livre parmi 4 livres pour lire pendant les vacances, et après on fait un exposé pour présenter son livre qu'on a aimé. Voilà. Donc, Waseda Nagusa, c'est un livre que j'aime beaucoup, un peu long, un peu difficile, mais Aki Shimazaki, Aki Shimazaki, voilà. Le tabier bleu, alors le tabier bleu, on va en parler tout à l'heure, et puis Laysan. L'histoire du loup qui habite dans ma maison. Voilà, l'histoire du loup qui habite dans ma maison. Un livre très intéressant avec des petits dessins, pas beaucoup de texte, mais qui a donné beaucoup de joie à ce groupe. Et peut-être que si on a le temps, on regardera ce que vous nous avez proposé. Voilà, donc des livres simples, mais des livres pour les lire à haute voix. Et je m'arrête là, encore une toute petite chose pour l'importance de la lecture à haute voix. J'y reviens. Il est important de lire à haute voix, et il est important de faire, pour moi c'était important de faire aimer lire à haute voix les livres. Lire à toi, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Ah oui, avec le cours de lecture, nous avons fait du théâtre. Ah, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé faire du théâtre. Pas cette année malheureusement, c'était dans cette salle. J'ai demandé aux étudiants de regarder la bibliothèque là-bas à Mano. Je lis le texte
et vous faites des gestes. Vous imaginez le paysage, vous imaginez les personnes et vous faites des gestes. Personne ne vous regarde, puisque tout le monde est comme ça. Hein, tout le monde était là-bas. C'était du théâtre. Ah, c'était joli. C'était la neige qui tombait. Vous imaginez mimer, faire les gestes de la neige qui tombe. Il y avait 14 personnes, je crois. 14 personnes ont imaginé la neige qui tombe différemment. Voilà. Ça, c'était une façon d'animer le cours de lecture. Voilà. Comme le temps passe, je vais, avant de passer à autre chose, je vais demander aux 4 étudiants qui ont bien accepté de lire à haute voix le texte, 2 textes, donc Pierrot ou Les secrets de la nuit. Vous avez le texte ici, mais je vous conseille de les écouter. Pierrot, un texte de Michel Tournier, c'est pas très bien écrit là-haut, c'est coupé. Donc, Laysan, Ika, Ioli, Ioli-san, Ioli. Ah, elle est partie. Elle n'est pas là, ça fait rien. Elle a disparu. Ioli-san? Non, ça fait rien. Bon, Ioli, ça va. Mais, vous ne savez pas où elle est? Elle était dans la classe tout à l'heure. Hein. Elle a... on commence par Pierrot ou Les secrets de la nuit. Hein. Ioli, et puis, ce n'est pas un test, ce n'est pas un examen. Ils ne sont pas là, il n'y a personne. D'accord? Hein? Allons-y. 2 petites maisons blanches se faisaient face dans le village de Dresic. L'une était la blanchisserie. Personne ne se souvenait du vrai nom de la blanchisseuse, car tout le monde l'appelait Colombine, en raison de sa robe neigeuse qui la faisait ressembler à une colombe. L'autre maison était la boulangerie de Pierrot. Pierrot et Colombine avaient grandi ensemble sur les bancs de l'école du village. Ils étaient si souvent réunis que tout le monde imaginait que plus tard ils se marieraient. Pourtant, la vie les avait séparés lorsque Pierrot était devenu mitron et Colombine blanchisseuse. Forcément, un mitron travaille la nuit afin que tout le village ait du pain frais et des croissants chauds le matin. Une blanchisseuse travaille le jour. Tout de même, ils auraient pu se rencontrer au crépuscule le soir quand Colombine s'apprêtait à se coucher et quand Pierrot se levait. Ou le matin, quand la journée de Colombine commençait et quand la nuit de Pierrot s'achevait. Mais Colombine évitait Pierrot. Et le pauvre mitron se rangeait de chagrin. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va les applaudir. Merci beaucoup. Alors, c'était pas du tout prévu, puisque l'étudiante qui doit être un peu fatiguée ou qui a un empêchement est partie, donc je commence à lire Le Tablier Bleu. Alors vous avez le texte là. Alors Le Tablier Bleu, c'est un livre que j'ai souvent utilisé avec les étudiants, un livre un peu difficile. C'est l'histoire d'une vieille dame qui vit dans une maison de retraite. Elle n'a plus de mari, elle n'a jamais eu d'enfant, elle est seule, et dans cette maison de retraite, home, elle y est très triste. Tout est désagréable, ça sent mauvais, elle porte un tablier bleu avec le numéro comme une prisonnière, et elle rêve de revenir dans sa maison pour retrouver son tablier bleu, le vrai tablier bleu,
le tablier qu'elle a toujours porté. Vous savez, à la campagne, les femmes, elles portaient toujours le même tablier. Elles avaient 2 tabliers, elles lavaient un tablier, puis elles mettaient l'autre. Elles n'avaient pas beaucoup de tabliers. Louise avait un seul tablier, un tablier bleu qu'elle aimait beaucoup. Elle mettait dans les poches de son tablier du jardin des petites coquilles d'escargot, elle mettait un petit peu de lavande, elle mettait un morceau de raffia, et elle veut retrouver ce tablier bleu. Pour ça, elle doit revenir dans sa maison. Elle s'échappe de la maison de retraite. Elle part, elle mâle partout, elle vient, elle boite. Elle part, elle marche difficilement, elle rentre dans sa maison, elle rentre dans son jardin, et elle va chercher son tablier bleu, elle va le trouver. Le passage que nous allons lire, c'est la description du jardin. C'est très simple. Non, pas si simple, pas si simple. Allez, je commence. Venez avec moi. Doucement, sans se presser, elle redescendit au jardin. La nuit allait bientôt venir. Les ombres s'allongeaient. Le merle s'était perché en haut du cerisier et répondait à la merlette cachée dans les rosiers. La terre sentait bon le thym et la sarriette, comme avant. Et les framboisiers, alourdis de fruits trop mûrs, ajoutaient un parfum secret, un parfum sucré, à l'air paisible de la soirée. Dans la poche du tablier, la pince à linge, le bœuf de raffia, la lavande séchée et la coquille d'escargot chatouillaient doucement le bout de ses doigts. Louise, calmement, se dirigea vers les rosetés, ses préférées. Elle se baissa au passage pour redresser les marguerites éparpillées par quelques pluies d'orage. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci Alka. Merci Vincent. Merci Luca. Alors, quand on a un petit texte comme ça, il me faut 1h30. Hein. 1h30 pour expliquer. C'est pas facile. Hein. Puis pour faire... pour arrêter le cours, demander aux étudiants « Ah, quel est le mot que vous préférez lire ?» Alors, parfois, c'est « chatouiller ». Chatouiller, c'est chatouiller. Quel est le mot qui est le plus difficile à dire? Le plus difficile. Ah, ça aussi, c'est un exercice intéressant. Hein. Quel est le mot que vous n'aimez pas du tout? Oui, c'est possible. Hein. Des mots dont on a peur, j'ai peur de ce mot. Voilà. Mais en général, c'était le mot que vous avez préféré lire, ou bien le mot que vous trouvez difficile à prononcer. Voilà. Alors, avant de terminer la partie lecture, je voudrais vous faire écouter une interview d'un auteur dont nous avons souvent parlé. Nous avons souvent lu L'œil du loup. L'œil du loup, un livre de Daniel Pénac. Alors, il se trouve que l'été dernier, j'ai rencontré Daniel Pénac, l'écrivain, l'auteur du livre, et je lui ai dit, voilà, ici, l'auteur du livre, Daniel Pénac, et je lui ai demandé s'il pouvait dire quelques mots aux étudiants pour les encourager à lire ce livre qui est très long, oh là là, 150 pages, je ne sais pas. On a eu de la difficulté à lire ce livre. On l'a commencé au mois d'avril, on l'a fini au mois de janvier, non, on l'a fini au mois de décembre. C'était la course, c'était difficile. Une parenthèse pour les professeurs qui sont là. J'ai beaucoup de nostalgie pour l'époque où nous n'avions pas un premier semestre et un deuxième semestre. Quand on commençait le cours avec les étudiants au mois d'avril, nous gardions les mêmes étudiants jusqu'au mois de janvier et il n'y avait pas de ichigaki, nigaki, des examens, non, c'était sur la durée. Et quand on travaille ensemble pendant 9 mois, pendant 10 mois, on va beaucoup plus loin.
Donc je regrette beaucoup cette façon de faire, de couper l'année en semestre, bientôt en trimestre, selon certaines universités. Voilà, ça, je le dis à mes collègues, mais surtout aux étudiants aussi. Autrefois, nous allions beaucoup plus loin dans les livres parce que nous avions du temps. Voilà, donc on va passer à l'interview avec Daniel Pénac. Vous verrez, c'est très court. Vous avez la transcription. Konnichiwa. Vous entendrez du bruit, c'est le bruit du vent. Voilà, donc il y a un peu de vent. Bonjour Daniel. Konnichiwa. Ah, tu parles bien le japonais. Voilà, tu sais, je lis L'œil du loup avec mes étudiants de 3e et 4e année, cette année encore. Et c'est la dernière année, puisque l'année prochaine, je prends la retraite. Eh oui. Alors, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils ou bien quelques mots d'encouragement à mes étudiants qui ont beaucoup de difficultés pour lire ton livre, qu'ils aiment beaucoup? On a terminé la première partie. On va reprendre en septembre pour la deuxième partie. Voilà, quelques mots d'encouragement. D'abord, je suis très heureux d'être lu par vous, des étudiants japonais. Il faut imaginer que ce livre a été écrit en 1982, il y a donc très longtemps, par un écrivain encore jeune, tout seul, dans le Vercors, qui est une montagne de 1000 mètres d'altitude, 60 km de long, 30 km de large, sur laquelle il n'y a presque personne. Et quand ce jeune écrivain racontait cette histoire en 1982, dans la solitude de cette montagne, il ne pouvait absolument pas imaginer qu'un jour, une professeure de littérature française au Japon viendrait l'interviewer en lui disant « Mes étudiants lisent L'œil du loup ». Ça, c'est un émerveillement absolu, duquel je vous remercie vraiment du fond de mon cœur. Merci Daniel. C'est moi qui merci infiniment. Arigato gozaimasu. Bon, ça va? Bon, voilà, donc c'était un petit entretien. Alors c'est un écrivain, Daniel Pénac, donc même quand il parle en français, ce n'est jamais facile. Ses phrases sont un peu difficiles. Ah non, non, c'est pas Monsieur Messier qui a dit bon ça va. Ah, ça aurait pu être le cas. Non, non, bon ça va, c'était tout simplement mon mari qui était à côté de moi. Il y avait deux smartphones, le mien et celui de mon mari. Parce que je voulais absolument réussir. Parce que Daniel Pénac, je lui ai écrit au mois de juillet de l'année dernière, et il m'a dit oui, oui, bien sûr, et puis il est tellement occupé, il est tellement pris que je l'ai rencontré la veille de mon retour au Japon. Je suis rentrée le 23 et je l'ai rencontré le 22, donc c'était guili-guili, comme on dit en japonais, hein. C'était juste, hein. Mais voilà, j'avais ces 2 minutes 30 d'enregistrement et j'étais très contente, c'est pour vous. Il vous dit merci et il est très touché puisque ce livre, L'œil du loup, donc L'œil du loup ici, aussi fait une peinture par les étudiants. L'œil du loup est un livre, un très beau livre sur l'amitié, sur l'écologie, sur la guerre, sur tous les problèmes d'aujourd'hui. Ce livre est très actuel. Voilà, donc on avance un petit peu parce que le temps... Oh là là. Bon, alors, j'ai vu tous les cours que j'ai faits avec vous. Qu'est-ce que j'ai voulu faire dans les cours? Eh ben, j'ai voulu faire ouvrir les yeux grands. J'ai souvent utilisé cette expression. Ouvrir les yeux tout grands sur le monde. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc on a abordé des sujets très variés.
On a par exemple beaucoup parlé de la place de la femme dans la société. Est-ce que quand les femmes travaillent, elles peuvent avoir des enfants? Est-ce que quand on a des enfants, il faut arrêter son travail? Voilà, on a parlé de sujets importants. On a parlé de ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange? Ah, où est-ce qu'on achète les légumes? On les achète au supermarché, on les achète dans le petit magasin près de la maison, on les achète sur Internet. Qu'est-ce qu'on a dans notre assiette? On a abordé beaucoup de sujets dans tous les cours. Que ce soit les films du séminaire, que ce soit les cours du séminaire, que ce soit le cours de conversation, que ce soit le cours d'expression écrite, nous avons toujours voulu regarder le monde d'aujourd'hui, comment il est. Alors, le dernier mot du titre, c'est transmettre. Transmettre, c'est un mot difficile à expliquer. Transmettre, voyez, transmettre, donner, non, transmettre. Moi, j'ai reçu quelque chose et puis je vais le donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai vraiment transmis quelque chose aux étudiants? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais oui, transmettre, je répète, c'est le rêve de tous les professeurs. Je sais beaucoup de choses, donc je vais donner. Non. Je vais peut-être donner des clés. Des clés. Tout le monde a sa clé pour rentrer à la maison, pour ouvrir sa voiture. Tout le monde a une clé. Moi, j'ai essayé de donner des clés pour ouvrir des portes. Beaucoup de portes. Et derrière ces portes, il y a peut-être des trésors. Il y a peut-être des takalamono, je ne sais pas. Voilà, chacun, voilà, vous avez peut-être plusieurs clés dans votre sac pour ouvrir toutes sortes de portes. Alors, j'ai beaucoup parlé de ce qui se passe dans la classe. Mais il y a une partie de mon travail qui est cachée. Une partie que vous ne connaissez pas, les étudiants. Je n'en parle jamais. C'est tout ce que je fais avec mes collègues, les professeurs. Tout ce que je fais, tout ce que... J'ai pas fait grand-chose, mais j'étais là, avec mes collègues, les autres professeurs. Nous passons beaucoup de temps ensemble. J'ai partagé de nombreuses heures, j'ai partagé beaucoup d'heures avec les autres professeurs pour mettre en place des activités. Et là, je voudrais quand même citer 3 activités qui ont pris beaucoup d'énergie à mes collègues et chez moi aussi. C'est la journée pédagogique que j'ai eu la joie d'organiser avec monsieur Koichi, qui a lancé cette idée. C'est monsieur Koichi qui a eu l'idée de la journée pédagogique en 1985 aussi. C'est une activité qui a duré 30 ans et qui était très importante pour tous les professeurs de français, du Kanto, du Japon. Voilà, une très belle journée qui a eu lieu à l'Athénée français d'abord, puis ici à Tokyo. C'est une activité qui était importante pour nous. Une autre activité, c'était, que vous connaissez bien, Chante avec moi, ou bien les concerts de musique classique que nous organisons au mois de juin, quelquefois au mois de novembre. Et là, c'est avec M. Fujita que j'ai pu travailler sur cette activité importante. Une autre activité qui existe depuis 7 ans, peut-être 8 ans, grâce à Philippe Vanet, c'est le Ciné-Club. Et je suis très contente que le département de Tokyo organise une séance de ciné-club une fois par semestre. C'est une joie de regarder un film français avec les étudiants et de parler après de ce film. La dernière fois, nous avons parlé du film que nous avons regardé pendant 1 heure. 1 heure. Les étudiants ont voulu dire ce qu'ils voyaient dans le film, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils comprenaient. 1 heure. Au début, la première séance, c'était 30 minutes à peine, et les professeurs parlaient. Aujourd'hui, les professeurs prennent la parole, les étudiants prennent le micro, parlent. Donc, le ciné-club, je souhaite vraiment que ça se poursuive longtemps, et même après le départ de Philippe. Parce que
Voilà, un jour il faudra aussi voilà, partir. Donc c'est une activité rare, le ciné-club, et je lui souhaite bonne chance, longue vie au ciné-club de Tokyo. Alors, bon, vous pouvez bien imaginer que... Oui, bon, oui, allez, on va passer aux choses heureuses, parce que j'ai un petit passage un peu nostalgique, donc on va passer aux choses heureuses. J'ai aimé traverser le campus de Tokyo. Traverser, parcourir, me promener. Et j'ai pris beaucoup de photos. Donc je voudrais vous montrer quelques photos de Tokyo que j'ai prises. J'ai été surprise de voir que depuis, j'ai un smartphone depuis 2008, je l'ai retrouvé grâce à ces photos et j'ai pris 450 photos de Tokyo. Quand j'ai voulu les choisir, ça m'a pris du temps, je n'ai pas choisi les meilleurs. Mais pour vous dire que j'ai aimé aussi marcher sur le campus de Tokyo et je vais vous montrer quelques photos par saison. Par saison, on va commencer par le printemps, si vous voulez bien, Takaya, et si on peut élargir. Oui, voilà. Alors c'est le printemps, c'est devant ce bâtiment où je donne tous mes cours. Est-ce qu'on peut agrandir? Ouais, c'est pareil. Voilà, voilà, bon, vous connaissez, c'est un spectacle. Mais j'ai aimé ces deux arbres noirs. J'aime beaucoup les arbres noirs japonais qui marquent bien la différence entre le blanc, le bleu. Voilà, il y avait ces deux lignes m'intéressaient beaucoup. La suivante, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors le printemps, toujours le printemps, voilà. Voilà, les azalées de Tokyo. Très joli, merci. On passe à la prochaine, suivante aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, toujours le printemps. Devant ce bâtiment, j'ai fait tous mes cours dans ce bâtiment qui existe depuis il y a longtemps. Voilà, celui. Ah, voilà, alors là, ceux-là, je ne pourrais pas tous vous les montrer. Non, petit, parce qu'on ne les voit pas bien. Voilà. Alors ceux-là, je les aime, ils sont devant le bâtiment central. Ce sont des arbres qui s'appellent, j'oublie toujours, ce sont les arbres qui sont devant le bâtiment central. Asuka, tu connais le nom de ces arbres en japonais? Ah bon, mais ça fait rien. On passe aux autres photos parce que vous allez les voir encore. Ah, voilà. Voilà, ça aussi, le ciel n'était pas bleu malheureusement, mais j'ai beaucoup aimé prendre cette photo devant le bâtiment central. Les hortensias qui ont disparu. Donc je demande à mes collègues de persister et de demander que les hortensias soient replantées. J'ai déjà fait la demande. Parce qu'on m'a dit que ce serait Tsutsuji, j'ai dit non, il faut de nouveau les hortensias. Donc il y a de la terre, et oui, on a fait des travaux, on a changé, et ils sont partis. Continuons. Et voilà, la rizière de Tokyo. Ça, c'est unique. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'universités à Tokyo, parce que Soka Matsubara, c'est Tokyo, avec une rizière. Hein? Alors ça, c'est une admiration, comme dirait M. Pénac, un émerveillement, la rizière de Tokyo. Alors chaque année, nous cultivons du riz à Tokyo. C'est extraordinaire. Ah, voilà l'automne. Voilà, on continue parce que vous connaissez. Et les arbres avec leur... j'appelle ça haramaki. et ça, c'est magnifique parce que chaque ceinture haramaki est tenue avec une cordelette dont le nœud se trouve au même endroit, tous les arbres. J'ai montré ça aux étudiants, c'est magnifique, c'est splendide. Là, l'automne, on continue parce que ça, on n'a pas trop. Voilà, ça aussi, voilà, je m'arrête et je trouve que c'est très beau. On peut faire du papier, on peut faire beaucoup de choses avec ce motif. Voilà, les ombres dont on a parlé tout à l'heure dans le texte.
Ah oui, celle-là je l'aime beaucoup, l'automne. Alors vous voyez, il y a beaucoup de photos sur l'automne. Ah, alors là je m'arrête. Là je m'arrête, parce que les étudiants savent ce que je vais dire. C'est mon sapin de Noël, que j'admirais depuis 2009. Or, ce sapin, qui est décoré grâce au Icho, hein, ce sont deux copains, ils sont inséparables, on les a séparés. Et on a coupé le sapin de Noël, il y a 2 ans. Pourquoi, je ne sais pas. Je suis allée demander pourquoi. Alors on m'a dit, ah, sumimasen. Et j'ai dit, oui, mais il ne gênait pas cet arbre. Alors bien sûr, j'ai eu droit à beaucoup de sumimasen, mais j'ai pleuré. Voilà, c'est le même arbre, voilà. Et sous la neige, juste avant qu'on coupe l'arbre, il a neigé. Alors là, c'est extraordinaire. C'était 2006, je crois. Et la neige, les feuilles de jaune, les décorations, voilà. Une dernière photo de l'automne, parce que c'est quand même l'automne. Et puis, voilà, l'hiver, avec toujours les mêmes arbres devant le bâtiment. Voilà, ça c'était la photo que j'ai prise il y a 2 semaines. Je crois que c'est fini là. Ah voilà, non, alors là, vous n'avez jamais vu les nuages de Tokyo dans le bâtiment des étudiants. Là aussi, c'est un émerveillement. C'est pas tous les jours, c'est unique. Hein. Il faut du ciel bleu et des nuages. Et voilà, on peut en montrer 3 ou 4. Voilà. Là, le bâtiment est en feu, il y a un incendie. Agit. Voilà. Merci. Voilà, les photos de Tokyo pour vous dire que j'ai beaucoup aimé. Alors, il me reste très peu de temps, mais je voudrais profiter des quelques minutes qui me restent pour dire j'ai dit très souvent j'ai aimé, mais bien sûr, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, mais il y a des choses que je n'ai pas aimées. Il y a des choses, oui, que je n'ai pas aimées, des réactions que je n'ai pas aimées, il y a des décisions que je n'ai pas aimées. Mais rien n'est parfait. Il y a dans un film célèbre, Nobody is perfect. Moi je dis, nothing is perfect. Rien n'est parfait. Il y a eu donc des moments difficiles dans ma vie de professeur de français à Tokyo, des moments tristes que je n'oublie pas. Mais ce sentiment de tristesse ou ce sentiment de mécontentement, eh bien, il est parti très vite grâce à un sourire, grâce au sourire d'une personne, grâce à un arbre, grâce au reflet de la coupole Amano dans le bâtiment des étudiants. On voit très bien la coupole Amano, le reflet dans le bâtiment des étudiants. Tout ça, ça me donnait beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, et ça me permettait de faire le cours avec beaucoup d'énergie. Donc j'ai beaucoup aimé venir à Tokyo, et je termine là, pour y travailler. Je le dois à vous tous. C'est difficile l'expression je dois de l'argent à quelqu'un, hein, d'accord, je dois 100 yens à quelqu'un. Donc je dois beaucoup de choses à vous tous. Je vous dois beaucoup. Les étudiants d'abord. Oui, merci à vous les étudiants. J'ai aimé venir à Tokyo pour retrouver les professeurs, et je dois beaucoup à aux professeurs qui ont travaillé avec moi, les professeurs Sanning, les professeurs Hijokin du département de français. J'ai aimé manger le mardi, surtout le mardi et le jeudi à midi, avec les professeurs Hijokin dans la grande salle des professeurs. Bien sûr, il y a des professeurs qui sont partis définitivement. Je pense à Monsieur Sato, à Madame Ogula. Bon, je dis merci à tous mes collègues qui sont ici, à tous ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Venir à Tokyo, toute légère, je le dois aussi à nos 2 assistantes, à Madame Amagai et à Madame Tsumura. Bon, elles vont arriver, mais je leur dirai après. Madame Amagai et Madame Tsumura nous ont tant aidés. Elles nous ont beaucoup aidés. Elles m'ont aidé parce que moi, je ne parle pas le japonais très bien et j'ai toujours des petits problèmes de
Donc, Madame Amagari, Madame Tsumura m'ont aidé pour écrire mon adresse en japonais plus vite, pour m'aider si souvent. Donc, merci à toutes les deux. Je dois mon bonheur à toutes les personnes de l'administration, les gens qui travaillent très dur, très tard le soir, au Kyomuka et partout, à toutes ces personnes qui m'ont aidé pour faire la journée pédagogique, pour organiser les concerts. Je dis merci, merci. Bon, et puis pour finir, parce qu'il faut bien finir, il y a une personne que je voudrais remercier, et c'est un peu délicat. C'est un peu délicat parce que c'est mon professeur. Voilà, dans cette salle, il y a mon professeur de français, car moi, je n'étais pas faite pour être professeur de français. J'étais pour, je ne sais pas, pour être professeur d'anglais peut-être, je ne sais pas, mais je n'étais pas faite pour être professeur de français. Et mon professeur m'a donné beaucoup d'amour, l'amour de l'enseignement. Et c'est Akina Mizubayashi, que je voudrais remercier. Merci, du fond du cœur. Parce que, quand je suis venue au Japon, je ne pouvais pas être professeur. Mais lui, il avait étudié pour être professeur, donc c'est lui qui m'a aidé. Donc je ne veux pas l'oublier dans ma liste. Voilà, merci à vous tous. Merci pour m'avoir accompagné jusqu'à ce dernier cours. Merci. Je viens de découvrir, c'est la vidéo animation de Leisan que vous avez faite pour l'exposé de ce matin. C'est une vidéo que vous avez faite vous-même et c'est magnifique, mais on n'a pas le temps, c'est 12h15, je dois respecter l'heure aujourd'hui. Et merci beaucoup, j'aurais voulu la montrer. Voilà, merci à vous d'être venus si nombreux, merci les étudiants qui ont écouté sans dormir alors que c'est bien difficile. Voilà, merci d'être venus et à bientôt puisque l'année prochaine, j'ai la chance de pouvoir travailler encore comme professeur Hijoking le mardi. Donc c'est avec grand plaisir que je vous reverrai et que je parlerai avec les étudiants qui restent encore. Voilà. Merci d'être venus aujourd'hui. Merci beaucoup à Michel. Nous sommes très touchés par l'histoire vécue de ce que tu as aimé depuis 40 ans ici à Tokyo. Oui, merci beaucoup. De rien, c'est moi qui vous remercie. 今ゼミの学生さんから、花束を、していただきます。Merci beaucoup. Bien, excusez-moi, le temps. Vous êtes certainement pressés. では皆さんに学科長として私の方からお話をいたします。この後お昼休みの時間に、中央棟の4階の、フランス語学科の共同研究室で、パーティーの用意が、あります。で学生さんも自由に参加、できますので、皆さん時間のある方は、そちらに参加していただいて、水林先生と個人的に、
もう少しお話をいろいろして、いただければと思っています。で、もうこの後水林先生すぐ中央党のその共同研究室の方に移られますので、まだ何かお話のある方は、中央党まで、行く間に水林先生とお話をしてください。この教室から、はなるべく早く中央党に移るようにお願いをいたします。それでは